Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. C'est une semaine décisive pour le président candidat. Une émission politique demain, une réunion publique en province et un grand meeting à Villepinte en Seine-Saint-Denis. Nicolas Sarkozy a surchargé son agenda de campagne avec pour objectif de tenter de reprendre la main. Un exercice délicat alors que les sondages n'annoncent pas de croisement entre les courbes. Notre invité politique ce soir pour en parler, Henri Guénaud, conseiller spécial et plume de Nicolas Sarkozy. Angela Merkel, David Cameron, Mario Monti et Mariano Rajoy ont nié tout ostracisme concerté à l'encontre du candidat socialiste, tandis que l'hypothèse d'un front anti-Hollande continue de faire des vagues. Les dirigeants conservateurs européens rejettent en bloc l'idée d'un complot. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la réélection de Vladimir Poutine en Russie a été accueillie plutôt fraîchement par la communauté internationale. Paris prend note simplement de cette victoire. Les États-Unis appellent à enquêter sur les irrégularités. Et dès ce soir, les manifestants sont en rendez-vous place Pouchkine pour protester contre le pouvoir de l'homme fort de Moscou. On en parle tout à l'heure avec Thierry de Montbrial, l'auteur du journal de Russie 1977-2011. C'est à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Surtout, restez serein. C'est le message que Nicolas Sarkozy a tenu à faire passer ce soir lors d'un déplacement à Saint-Quentin dans l'Aisne. Le président candidat a minimisé son retard dans les sondages à 48 jours du premier tour. Et s'il s'est efforcé de ne pas paraître affecté, son agenda de campagne surchargé pour la semaine suivante traduit une volonté de reprendre la main. Elisa Bertolomé. Pour remonter sa cote de popularité, plusieurs stratégies sont mises en place par Nicolas Sarkozy. D'abord, la représentation médiatique. Le président candidat est invité sur plusieurs grands médias cette semaine. Objectif, occuper le terrain avant que le candidat ne soit soumis à l'égalité du temps de parole. Deuxième stratégie, remobiliser la majorité. Le meeting de Villepinte, prévu dimanche prochain, devrait rassembler toute la famille UMP. Surtout, il permettra au candidat Sarkozy de répondre à François Hollande en présentant à son tour un projet qu'il veut cohérent. Villepinte est un moment extrêmement important. On attend évidemment effectivement plusieurs dizaines de milliers de personnes avec autour d'une idée de présenter le cap, la cohérence de tout notre projet. Nicolas Sarkozy, depuis son entrée en campagne, occupe le devant de la scène sur des thématiques extrêmement fortes. Il brise les tabous les uns après les autres dans lesquels est enfermée la société française. Troisième axe de campagne, un virage à droite pour gagner des voix sur les terres du Front National. Le discours de Bordeaux samedi a marqué le pas avec des débuts d'annonces sur la sécurité, la justice ou l'immigration. Un discours musclé qui n'est pas sans déplaire à la majorité. On voit très clairement une stratégie d'à droite toute pour remobiliser son camp, pour essayer de recoller à François Hollande et créer aussi, parce qu'il ne faut pas le négliger, une sorte de choc psychologique parce que moralement, pour les militants UMP, pour le camp de la majorité présidentielle, c'est relativement difficile de voir le président sortant devancer au premier tour. Mais cette stratégie peut s'avérer dangereuse. Au sein même de l'équipe de campagne, certains s'inquiètent de cette droitisation du discours. Ils craignent que les centristes ne se détournent de Nicolas Sarkozy. Et ce soir, en meeting à Annecy, le candidat socialiste accuse la droite d'avoir peur du verdict des Français. On écoute François Hollande. Ils ont peur du verdict du peuple français. Ils craignent sa participation au scrutin. Ils espèrent que l'abstention rendra la sanction moins lourde. Eh bien non, nous voulons que les Français participent massivement au scrutin, viennent voter, disent leurs mots, choisissent leur destin. Dans l'actualité également ce soir, il démente tour à tour l'idée d'un pacte anti-Hollande. Angela Merkel, David Cameron, Mario Monti et Mariano Rajoy ont rejeté en bloc les accusations lancées par le quotidien allemand Der Spiegel, même si les dirigeants conservateurs européens ne cachent pas leur préférence pour le candidat Sarkozy, Thomas Raguet. Depuis les révélations de l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, les réactions se succèdent à gauche comme à droite, y compris en Europe, pour, c'est selon, condamner ou démentir l'existence d'un pacte anti-Hollande. En déplacement dans l'Aisne, Nicolas Sarkozy a réagi devant quelques journalistes estimant que les dirigeants européens avaient, je cite, autre chose à faire, et s'est défendu d'avoir mis en place un tel boycott. Du côté de l'équipe de campagne de François Hollande, on relativise. Il n'a pas l'intention de polémiquer là-dessus, François Hollande. Il veut avancer. Si demain,
c'est François Hollande, le président de la République française, eh ben, il traitera naturellement avec ceux qui seront devenus ses homologues. Et il rencontrera Angela Merkel le lendemain. Eva Joly, pour sa part, enfonce le clou. Elle affirme que l'existence d'un tel accord est fortement probable. On voit que les conservateurs se liguent pour que le système libéral non régulé continue à fonctionner en Europe. Côté européen, le démenti est général. En Espagne, Mariano Rajoy a déclaré n'avoir jamais dit qu'il ne recevrait pas François Hollande. Démenti également de la part de David Cameron, Mario Monti et Angela Merkel. Même si cette dernière, sollicitée par le PS, n'a pas souhaité le rencontrer. Une chose est certaine, aucun des dirigeants européens mis en cause par le Spiegel ne voit d'un bon œil l'arrivée de François Hollande à la présidence de la République et sa volonté de renégocier le pacte de discipline budgétaire européen. Il est l'invité politique du 22h, Henri Guénaud, conseiller spécial du président de la République, et plume du président candidat. Henri Guénaud, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Je vous voyais réagir au sujet que nous avons passé sur François Hollande. Est-ce que vous avez peur du verdict des Français, comme le dit le candidat socialiste ce soir? J'ai l'air d'avoir peur. Peut-être que vous cachez bien votre peur. Qui sait? En général, je montre assez facilement mes sentiments. Non. Personne n'a peur du verdict des Français. Les Français choisiront le président de la République qu'ils souhaitent le moment venu. Voilà. D'ici là, il y a une campagne et que chacun la fasse le mieux possible, avec le plus d'enthousiasme possible, le moins d'excès possible, et tout ira bien. Cette campagne avance vite, 48 jours du premier tour de la présidentielle, avec une semaine cruciale pour Nicolas Sarkozy. On l'a dit, une émission politique demain, un déplacement en province et un grand meeting, très grand meeting à Villepinte. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez? Ce déclic? Un déclic? Toutes les semaines sont cruciales dans une campagne présidentielle. Et on attend le résultat généralement après. Le résultat, nous le saurons au moment du vote. D'ici là, bien, on attend ce que tout candidat peut attendre, c'est-à-dire que les Français écoutent ce qu'il a à dire et le comprennent et le suivent. On est à un mois particulier, le mois de mars, vous le savez, Henri Guénaud, l'opinion commence traditionnellement à se cristalliser avant la présidentielle. Pourquoi il n'y a pas quand même cette dynamique? Pourquoi il n'y a pas ce déclic? Ou est-ce que peut-être la dynamique a été cassée du début de campagne? Non, je pense que c'est vrai qu'il y a eu une semaine difficile qui a été... on peut dire pourri par l'affaire de Bayonne, pas vraiment arrangé le climat. Il y a eu la proposition démagogique de François Hollande sur les 75%. C'est même quelque chose d'assez extraordinaire. Je comprends que cela puisse porter, mais quelques jours après, il a déclaré lui-même dans son discours de Lyon que cette mesure ne rapporterait pas 1 euro au budget de l'État. Et pourtant, une majorité des Français sont pour. Il a dit que cette mesure ne rapporterait pas 1 euro. Ce qui veut dire que les riches, enfin ceux qu'il appelle les riches, ne paieront pas 1 euro. Donc il assume lui-même le fait que cette mesure n'aura aucun impact. Ne fera pas payer davantage ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Donc c'est une mesure pour rien. On se moque du monde. C'est une mesure qui exprime une forme de cynisme en politique. Je prends une décision. Elle introduit pas un peu de justice, de morale, une mesure qui ne rapporte pas 1 euro, qui ne fait pas payer 1 euro de plus aux riches, puisqu'il assume lui-même le fait. Ils vont bien débourser plus d'impôts. Le candidat nous dit pas 1 centime. Pas 1 centime. Pourquoi? Parce que tout simplement la matière fiscale va partir. Et il le sait très bien et il l'assume. Il l'assume publiquement avec un cynisme étonnant. Voilà. Donc, oui, cette mesure, en premier temps, lui a sans doute rapporté la sympathie d'un certain nombre de Français qui l'ont sans doute perçu comme une mesure de justice, mais ça n'est pas une mesure de justice, c'est une mesure de cynisme. C'est-à-dire que c'est une mesure qui ne fera pas payer, il l'avoue lui-même, 1 euro de plus à ceux qui gagnent beaucoup d'argent. François Hollande, oui. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans cette campagne, c'est François Hollande pratique en permanence le déni de réalité, exactement comme un certain nombre de partis plus extrêmes le font. Et ça en est un exemple typique. La réalité, c'est qu'on ne peut pas traiter le problème de la justice fiscale de cette manière-là, on ne le peut absolument pas. Il le sait, mais il propose quand même. Alors vous, que proposez-vous justement sur ce sujet pour introduire un petit peu de réalité sur les super riches, pour les super riches? Non, mais je crois que
le problème est assez simple et il a été déjà engagé, la solution a déjà été engagée par Nicolas Sarkozy depuis 4 ans. C'est qu'il faut arriver progressivement à taxer de façon équitable le travail et le capital, les revenus du travail et les revenus du capital. En espace de 5 ans, l'impôt supplémentaire sur les revenus financiers de 10,6 milliards d'euros. Bon, il y a encore beaucoup de travail, mais le cœur du problème, il est là, mais il n'est pas dans des mesures démagogiques qui ne rapporteront rien et qui consistent à se moquer du monde. Au contraire, qui vont faire qu'un certain nombre de gens vont partir, que la matière fiscale va partir, parce qu'il faut tenir compte des réalités du monde. Vous avez vu la une du Monde, le quotidien Le Monde. Est-ce que vous avez l'impression que le candidat Sarkozy joue son va-tout cette semaine? Non, j'ai l'impression que Le Monde fait campagne. Bon. Aussi. Oui, Le Monde fait campagne, comme Libération, comme un certain nombre de journaux. Le Monde fait campagne. On sait, Le Monde, il est financé par des gens très proches de M. Hollande. Il fait campagne. Il a pris position, il a pris parti. Bien. Je ne sais pas ce que c'est que la radicalisation à droite de la campagne de Nicolas Sarkozy. Je n'ai jamais pensé un instant... Pourquoi vous n'assumez pas ouvertement cette parce que moi, je ne suis pas de droite. Vous n'êtes pas de droite? Ah non, moi je suis pas de droite, moi je suis pas de gauche, pas de droite, je suis gaulliste. Voilà, gaulliste, vous savez, la France c'est pas la droite, la France c'est pas la gauche, c'est tous les Français. Quand on fait un lien entre immigration et insécurité, quand on fait un lien entre droit de vote des étrangers, élections locales et communautarisme, c'est le gaullisme social? Je vous arrête. Vous avez fait 2 propositions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La première, lien entre immigration et insécurité, qui le fait? Monsieur Guéant ne l'a jamais fait. Monsieur le président de la République l'a-t-il fait? Où est là Dans un discours à Grenoble, il ne l'a jamais fait. Non, il n'y a pas de lien entre l'insécurité et le... Il a dit, nous avons un problème d'intégration. C'est-à-dire que quand les flux sont trop importants, il y a un problème d'intégration. Évidemment, si on n'arrive pas à intégrer, oui, ça crée des problèmes de déstructuration de la société. Oui, ça crée des problèmes d'anomie, comme disent les sociologues, c'est-à-dire de perte des normes et des repères. Et ça, oui, ça peut créer de l'insécurité. C'est absurde de dire ça. C'est scandaleux, ça a quelque chose à voir avec la droite et la gauche. Je ne dis pas que c'est scandaleux. Ça a quelque chose à voir avec la droite et la gauche? Pas du tout, vous ne le pensez pas? C'est du gaullisme social? Non, je crois pas. Non, je crois que la sécurité c'est un vrai sujet, oui. Je crois que c'est un vrai sujet. Voilà, je pense que le lien entre le droit de vote et la nationalité, oui, pardon, mon gaulliste qui aime la nation et qui aime la France, eh bien, il y a un lien étroit entre la nationalité et le droit de vote. Vous reprenez à vos comptes les propos de Claude Guéant? Non, je ne reprends rien à mon compte. Je reprends à mon compte les propos du président de la République dont je soutiens la candidature à l'élection présidentielle. Voilà, donc je prends à mon compte la totalité des propos qu'il a tenus dans le discours de Bordeaux. Pour le reste, je me refuse désormais à commenter les propos des uns et des autres et à prendre parti. Non, mais ils sont dans votre moi j'ai un candidat. J'ai un candidat. Très bien. Voilà, vous êtes en lien direct et unique dans la bulle avec votre candidat? J'ai un candidat et je m'occupe des propos du candidat. Maintenant, revenons un instant sur les propos de M. Guéant. Je ne vais pas les commenter, simplement, je suis effaré par la polémique qu'ils ont pu créer et une fois de plus les propos qu'ils ont suscités. Qui a créé la polémique? C'est important ce que vous dites. Excusez-moi, dire qu'on n'a plus le droit dans notre pays d'exprimer un point de vue. Bon, un point de vue tout à fait respectable et tout à fait recevable. Que dit M. Guéant? Il dit, ce que d'ailleurs le président de la République dit aussi, il y a entre le vote des étrangers et le vote communautaire un lien étroit. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas français, qui n'ont pas fait l'effort de devenir français, reçoivent le droit de vote. Il est clair qu'il y a un risque que ce vote soit un vote communautaire qui exerce une pression communautaire sur les maires et par conséquent risque d'exercer une pression communautariste. Selon vous, et plus clairement, je vais parler clairement, est-ce que l'islam est une menace pour la République? Non. C'est clair. Ce soir, le président du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, se dit choqué par les propos de Claude Guéant et de François Fillon ce matin, qui a parlé de tradition ancestrale d'abattage. Alors, d'abord, premièrement, je ne vais pas commenter en plus les propos du grand rabbin. Les communautés religieuses sont je ne vais pas commenter les propos des uns et des autres, je vous l'ai déjà dit. Maintenant, moi, je respecte toutes les religions, je respecte toutes leurs traditions, dès lors qu'elles ne viennent pas, qu'elles n'entrent pas en conflit avec les valeurs de la République et les valeurs de la civilisation que je trouve absolument fondamentales. Donc, simplement, oui,
oui, l'abattage rituel, ce sont des traits caractéristiques de certaines religions et je les respecte. Et je pense que ceux qui sont attachés à ces traditions ou à ces règles ou à ces rites ont le droit d'être respectés. Mais ceux qui ont un avis contraire, qui ont une conviction contraire, ont aussi le droit d'être respectés. Voilà. Et donc, qu'a proposé le président de la République, c'est de procéder à l'étiquetage en fonction du type d'abattage. Heureusement que Marine Le Pen était là pour signaler qu'il y avait peut-être un souci. Écoutez, je suis désolée, on dirait qu'elle joue un rôle de veille sur les sujets de société, les prières dans les rues et le halal. Ne le dites pas comme ça. Ne le dites pas comme ça. Les prières dans les rues, parce que Madame Le Pen dit que c'est pas bien, je vais être obligé de dire que c'est bien. Je suis contre la prière dans la rue. Je suis contre la prière dans l'espace public. On peut faire des processions dans l'espace public. On demande d'ailleurs l'autorisation, comme n'importe quelle manifestation. La prière de rue, je suis contre. Je suis républicain. Je suis totalement opposé aux prières de rue, d'où qu'elles viennent, et quiconque les pratique. Bien, s'agissant du second sujet, c'est-à-dire du halal, encore une fois, je respecte ceux qui veulent manger du halal, et je pense que tout le monde doit pouvoir savoir s'il en mange ou pas. Henri Guénaud, en pleine crise, alors que le monde, on le voit, se transforme chaque jour sous nos yeux, est-ce que la campagne présidentielle française doit se jouer dans les abattoirs? C'est ça une campagne du XXIe siècle? Alors écoutez, on m'a déjà posé cette question. Depuis le début de la campagne, en moins de 3 semaines, le président de la République a parlé de la nation, il a parlé de l'école, il a parlé du travail, il a parlé du chômage, il a parlé des contentieux de l'immigration. Il a parlé de la justice, il a parlé de toutes sortes de choses. On ne le retient pas, mais parce que ça ne vous intéresse pas, madame. Et parce que ça ne vous intéresse pas. C'est la faute des médias, mais apparemment les sondages ne bougent pas également. Mais écoutez, laissons les Français décider le moment venu. Laissons les sondages de côté, je ne vous parle pas des sondeurs, je vous parle des journalistes. Si vous parliez des mesures qui sont proposées dans les discours, sans doute... Tous les soirs, nous parlons de ces sujets, les meetings sont diffusés, donc, chère madame, vous aurez remarqué comme moi que déjà, en l'espace de 4 discours, le président de la République a abordé beaucoup de sujets, qu'il en avait d'ailleurs juste avant la campagne, aborder d'autres, comme les délocalisations, avec la question de la TVA anti-délocalisation, comme les accords de compétitivité, etc. Donc, un sujet qui vous intéresse, je sais, il en a parlé. La République, Henri Guénaud. Dans cette campagne, il y a, semble-t-il, vous allez me dire si c'est vrai, 2 visions de la République. Pourquoi la République telle que présentée par François Hollande, je les cite, indivisible, laïque, sociale, est-elle incompatible avec votre vision de la République? Oui, parce que je crois que sa République n'est ni indivisible, ni laïque, ni sociale. Voilà, je ne reconnais pas dans ses propositions, dans ses discours, la République une indivisible, laïque, sociale. Je ne la reconnais pas. Voilà, je pense au contraire que... Mais je donne un exemple. Il veut ratifier la charte des langues régionales et minoritaires, ce qui veut dire la reconnaissance de droits linguistiques à des minorités. La République ne reconnaît pas les minorités. Oui, mais quand il parle de l'école de la République, voici ce qu'il dit. Il met côte à côte sur le même banc le fils de l'avocat, le fils de l'ingénieur, le fils du banquier et le fils de l'ouvrier. J'imagine que cela parle aux fils issus d'un milieu modeste que vous êtes. Je suis désolé, mais on l'a déjà dit, déjà écrit. Bon. Voilà. Donc la conception n'est pas si éloignée. Non, mais c'est très bien. Simplement, je constate qu'il n'a pas répudié les pédagogistes qui ont ruiné l'autorité du maître à l'école. Je constate qu'il n'a rien dit sur la manière de rétablir l'autorité du maître à l'école, de remettre le savoir, comment on fait pour remettre le savoir au centre. Voilà, le jour... Non, mais que M. Chevènement soit un républicain de gauche, je l'admets volontiers. Bon, mais M. Hollande, j'attends qu'il tourne le dos aux dérives post-68 de la gauche dont il est le porte-parole, la sienne. Hein. Il y a plusieurs gauches, il y a une gauche républicaine, il y en a une qui l'est beaucoup moins, qui est démocrate, mais qui est très peu républicaine. Le jour où il dira « je récuse ces dérives, je tourne le dos à ceux qui en sont les adeptes et les partisans », alors je comprendrai qu'il a changé. Tous parlent de la République, mais à vos yeux, est-ce que quelqu'un arrive à égaler dans ce domaine Philippe Séguin, vous avez dit de lui, en hommage, la République fait partie de son être, il l'incarne charnellement. Oui. Je vous demande de prendre un peu de distance, c'est pas facile avec votre candidat. Il l'incarne autant que Philippe Séguin, la République, Nicolas Sarkozy. Mais pourquoi vouloir comparer les uns et les autres? Oui, c'est incomparable. Mais non, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas à décider si je choisis entre Philippe Séguin et Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, j'ai travaillé pendant 5 ans aux côtés du président de la République, qui se représente, hélas, Philippe Séguin ne s'est jamais présenté à l'élection présidentielle, les circonstances ne l'ont jamais permis, et aujourd'hui, il est décédé. Donc, j'ai une grande admiration pour Philippe Séguin et sa conception de la République. Comme j'avais une grande admiration pour le général de Gaulle, simplement, il n'est pas candidat aux élections présidentielles. Sinon, je vous l'assure, je voterai pour lui. Il vous arrive de penser, vous aussi, à une vie après la politique?
Vous êtes très attaché à la politique, au débat public, mais est-ce qu'il vous arrive de penser à l'après? Vous aussi? Oui, mais je réfléchirai à ce que du résultat je ferai mon choix sur la suite de mon existence après les élections présidentielles. Moi, je suis un peu monomaniaque, assez limité, donc j'ai un objectif, que Nicolas Sarkozy soit réélu président de la République, et puis une fois que les élections seront passées, je m'interrogerai sur ma propre vie. Merci Henri Guénaud d'avoir été notre invité ce soir, l'Asie du 22h. Dans un instant, nous parlerons de la Russie, bien sûr, avec Thierry de Montbrial autour du journal de Russie 1977-2011. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, regardez, c'est le tour de l'info, il est préparé par Cécile Sixou. On s'en croyait définitivement débarrassé cette année. Aujourd'hui pourtant, la neige a fait son retour dans le nord de la France et avec elle son lot de perturbations. Ce soir, des milliers de foyers sont privés d'électricité. L'aéroport de Lille a fermé ses portes. Les réseaux routiers sont également fortement perturbés. Des petites filles de plus en plus semblables à des femmes, malgré leur jeune âge. C'est ce qu'on appelle l'hypersexualisation. Ce matin, Chantal Joanneau a remis un rapport sur ce phénomène à la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot. La vague est très forte. Elle commence dès le plus jeune âge, on l'a vu avec la réapparition de jouets, de tenues qui sont quand même très sexualisées et très clivantes entre garçons et filles. Parmi les 12 propositions de la sénatrice de Paris, l'interdiction des concours de minimis. L'Iran au centre des discussions entre les États-Unis et Israël. Réunion au sommet entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou à Washington, alors que plane la menace d'une attaque d'Israël sur Téhéran. Ma politique, c'est d'empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Et comme je l'ai indiqué hier dans mon discours, quand je dis que toutes les options sont sur la table, je suis sérieux. Barack Obama ne compte pas soutenir les frappes israéliennes contre l'Iran. Israël, de son côté, reste ferme. Benjamin Netanyahou affirme qu'Israël restera maître de son destin. Des centaines de manifestants de l'opposition russe ont été interpellés ce soir. Rassemblés à Moscou et à Saint-Pétersbourg, ils sont descendus dans la rue pour contester la victoire de Vladimir Poutine. Une farce, selon eux. Ils réclament l'annulation du scrutin pour irrégularité. Des fraudes confirmées par l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Nous avons observé le dépouillement des bulletins dans 98 bureaux de vote. Dans environ un tiers de ces bureaux de vote, le décompte a été évalué mauvais ou très mauvais. Les États-Unis appellent la Russie à enquêter sur ces irrégularités, mais précisent avoir hâte de travailler avec Vladimir Poutine une fois le vote validé. Côté français, Alain Juppé qualifie de son côté Vladimir Poutine comme l'interlocuteur de la France pour les années à venir. Et nous parlons bien sûr de l'actualité russe ce soir avec notre invité Thierry de Montbrial. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes le fondateur et le directeur général de l'IFRI. L'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales et l'auteur de ce livre passionnant, Journal de Russie, 1977-2011. D'abord, Vladimir Poutine, presque sans surprise, a donc retrouvé son fauteuil du Kremlin. Est-ce qu'il est à la tête d'une Russie, malgré tout, transformée, modifiée avec tout ce que l'on a vu ces dernières semaines au fil des manifestations, selon vous? Oui. Incontestablement. D'abord, il faut voir qu'il est tout de même élu, parce que même si on enlève 10, 12 ou 13% de voix considérées comme des tricheries, il est quand même élu et par la majorité, au premier tour et par la majorité de la population russe. Je crois que ce serait une erreur énorme de considérer qu'il n'est pas légitime de ce point de vue-là. Il a triché, mais pas au point de... Non. Il a triché pour ramasser une mise plus importante, mais il est vraiment le président de Russie. Il y a eu des tricheries, mais je crois que personne ne va jusqu'à dire que ça remet en question son élection. Alors, cela étant dit, il est vrai que la Russie rentre dans une période nouvelle. Rentre dans une période nouvelle parce que c'est l'effet Internet, c'est l'effet des réseaux sociaux, c'est l'effet aussi d'une certaine amélioration du niveau de vie en Russie, parce que les gens qui manifestent fondamentalement sont des gens qui sont rentrés dans une classe moyenne et qui ont connu une certaine prospérité
Poutine, Ce sont des jeunes qui manifestent. Ce sont des jeunes qui ont amélioré leur vie sous Poutine, et ces gens-là veulent maintenant un pays plus libéral. Et donc, assurément, nous entrons dans une phase entièrement nouvelle et par conséquent pleine d'incertitude aussi pour l'histoire de la Russie. Mais la Russie de Poutine aussi, malgré tout, c'est celle qui a tué Anna Politkovskaya, qui a emprisonné Mikhail Khodorkovsky, même si Vladimir Poutine l'a dit qu'il fallait réexaminer sur le fond cette affaire. Est-ce que c'est un Poutine affaibli qui arrive au pouvoir ou c'est toujours l'homme fort de Moscou comme on l'a présenté? Je pense qu'il y a un seul homme fort aujourd'hui en Russie et c'est Poutine. Mais dire qu'il y a un seul homme fort ne veut pas dire qu'il est tout puissant et veut encore moins dire que sa puissance ne soit pas mise en cause. Par exemple, je suis convaincu que les nouvelles générations d'hommes politiques en Russie, pour l'instant, il n'y a pas véritablement d'opposants. On parle d'opposition, mais il y a beaucoup plus de frustration, si vous voulez, que d'opposition. Je suis convaincu que les nouveaux opposants ou les vrais opposants sont des gens dont nous ne connaissons même pas encore les noms et qui vont naître de la génération Internet. Oui. Ce sont des blogueurs, ce sont les gens qu'on commence à voir apparaître, mais ça va prendre quelques années. On a l'impression que l'alternance en Russie, c'est difficile. La Russie sort quand même 3 générations de communisme, ça l'a beaucoup marqué. 3 générations de communisme et avant des siècles de tsarisme. Et si vous voulez, j'ai écrit dans ce journal que j'ai écrit, c'est un journal, par conséquent sur plus de 35 ans de voyages, des anecdotes, où j'ai rencontré beaucoup de grands hommes, enfin des hommes comme Poutine, Gorbatchev, etc., mais également beaucoup d'inconnus. Et la transformation de la Russie déjà dans cette période est absolument hallucinante. Vous l'avez vu de vos yeux comme une nouvelle Russie qui se dessine comme Absolument. Et il faut bien voir aussi qu'après la chute de l'Union soviétique, vous avez eu 10 ans de cauchemar en Russie dans les années 90. Les intellectuels occidentaux aiment à penser à la Russie de Yeltsin comme une espèce de moment béni, de période de démocratie, parce qu'on confond anarchie et démocratie. En fait, pour les Russes, c'était un cauchemar. Et ils voulaient un homme fort. Cet homme fort, ils l'ont eu. Ça a été Poutine. Ça a duré, disons, 10 ans. Là, il vient d'être réélu, mais je pense que la période qui s'ouvre est une période entièrement nouvelle, et je ne suis pas sûr, d'ailleurs, qu'il soit capable de la maîtriser. Alors, je l'ai rencontré un certain nombre de fois. Poutine, c'est un homme extrêmement intelligent, mais je crois qu'il a des œillères, et je ne suis pas sûr qu'il soit capable de s'adapter à ce contexte qui lui échappe, manifestement. Donc la Russie sur la scène internationale, la Russie des années à venir, c'est pas forcément une Russie qui va avoir son rôle, comme il le dit, une Russie forte, etc., une patrie, le retour de la patrie forte. Ça peut être une Russie forte, ça dépendra de l'évolution de l'économie, ça dépendra de beaucoup de choses. Mais il lui faudra beaucoup d'habileté pour garder la main. Vous êtes fasciné par ce pays ? Oui, quand on lit ce journal de Russie, on sent quand même beaucoup de... D'abord, je vais vous faire une confidence. Comme je voyage beaucoup depuis plus de 35 ans dans toutes sortes de pays, j'ai de quoi faire 5 ou 6 livres comme ça sur d'autres pays, sur l'Asie, le Japon, la Chine, etc., etc. Mais la Russie, oui, est assez fascinante. Pourquoi ? Parce que la Russie est à la fois un pays européen et un pays totalement en dehors de l'Europe. Et puis, comme je le dis dans la préface de ce livre, et comme je l'ai constaté tout au long de ces années, il y a une sorte d'amour particulier entre la France et la Russie qui fait partie de notre histoire, à nos 2 pays. Je crois qu'il y a un véritable intérêt, une véritable fascination qui n'est pas seulement la mienne, mais qui est une fascination d'ailleurs réciproque. Et ça continuera. C'est très important. Et on voit quand même un petit peu de fascination, en tout cas d'admiration et d'attachement pour ce pays dans ce journal de Russie 1977-2011. Thierry de Montbrial, merci d'avoir été notre invité. Je précise et j'ajoute cette information ce soir puisque Nicolas Sarkozy adresse à l'instant ses félicitations à Poutine pour son élection. Donc voilà pour cette page sur la Russie. Merci à vous. Dernière page de 22h à présent, nous allons évoquer les fameuses soirées électorales qui rythment la vie politique française depuis 60 ans. Regardez cet extrait d'un documentaire à suivre juste après ce journal sur Public Sénat. Il s'agit de la première soirée électorale télévisée. C'était en décembre 1958 lors du référendum voulu par le général de Gaulle. En septembre 1958, à l'occasion du référendum proposé par le général de Gaulle pour faire approuver la constitution de la Ve République, la télévision française, la RTF, organisa sa première vraie soirée électorale. Le scrutin est clos à Paris depuis 5 minutes exactement. Et c'est maintenant que le dépouillement va commencer. Dépouillement qui commence dans beaucoup d'endroits tout de suite.
Et justement, on va parler de ces soirées électorales avec Simon Barbary. Bonsoir Simon. Bonsoir Sonia. Alors, comme on l'a vu dans l'extrait, le réalisateur Antonio Wagner revient avec de nombreuses images d'archives sur la mise en scène télévisuelle d'une élection législative, présidentielle, référendum. Alors, il y a des passages obligés, il y a les duplex en région, les invités politiques qui débattent de l'issue du scrutin en plateau, et puis le must pour ce type d'élection, c'est la poursuite en moto et en direct de la voiture de l'heureux élu. Et la première fois qu'on a vu ça, c'était en 1995 avec l'élection de Jacques Chirac. Et on voit ça juste derrière vous. Alors Simon, avec l'apparition d'Internet et même des réseaux sociaux, est-ce que cette grande messe électorale, est-ce qu'elle n'est pas menacée aujourd'hui? Il y a toujours des millions de Français qui regardent ce type d'événement, mais c'est vrai qu'avec Internet, le rendez-vous de 20h a été quelque peu affaibli. Plus la peine d'être rivé sur sa télé dès 20h pour avoir des estimations du scrutin, puisque sur la toile, on peut le savoir dès la fin de l'après-midi. Mais surtout, ce que nous rappelle le documentaire, c'est que l'évolution de ces émissions va de pair avec l'évolution de la vie politique française. Par exemple, en 2007, lors de la dernière élection présidentielle, il n'y avait pas que des politiques sur le plateau, il y avait aussi des people. On se souvient tous de Mireille Mathieu chantant la Marseillaise, place de la Concorde. Ouais. Les codes de la télévision et de la politique ont changé avec la communication qui est de plus en plus présente dans le débat public et politique. Mais on n'en dit pas plus, c'est à découvrir dans le documentaire Une soirée électorale, la grande messe catholique. Merci Simon, et c'est tout de suite sur Public Sénat. Restez avec nous, belle soirée à vous, belle soirée électorale. Donc. Au soir de chaque élection, la télévision devient pour quelques heures l'épicentre de la vie politique et médiatique hexagonale. Elle fédère et passionne la soirée électorale, un moment solennel où sont proclamés les choix des Français pour diriger le pays. Qui de Nicolas Sarkozy ou de Ségolène Royal va succéder à Jacques Chirac et devenir ainsi le 6e président de la 5e République. Dimanche 6 mai 2007, 20h, grande soirée d'élection à la télé. 4 heures pour une émission qui sera une fois encore le point d'orgue de la vie politique hexagonale. C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République. C'est un scénario composé au fil des scrutins que les chaînes suivent scrupuleusement. Réglées au métronome, les différentes séquences, analyses, débats, commentaires, passages obligés du genre vont se succéder tout au long de la soirée. Et 8% ont même voté Nicolas Sarkozy. Ça vous étonne? Moi, ce que je sais, c'est que, comme elle l'a dit ce soir, quelque chose de nouveau commence. Le concert a commencé. Même les variétés et les concerts sont des figures imposées. Il y a plusieurs milliers de personnes. Ces soirées électorales sont nées il y a un demi-siècle, au moment de l'essor de la télé et de l'avènement de la 5e République. Écoutez, je suis comme beaucoup. D'abord, je pense à ceux qui sont déçus ce soir, qui ont pris un coup de bambou sur la tête. En septembre 1958, à l'occasion du référendum proposé par le général de Gaulle pour faire approuver la constitution de la 5e République, la télévision française, la RTF, organisa sa première vraie soirée électorale. Le scrutin est clos à Paris depuis 5 minutes exactement. Et c'est maintenant que le dépouillement va commencer. Dépouillement qui commence dans beaucoup d'endroits tout de suite. Ici, le ministère de l'Intérieur, ici, la salle de presse. Eh bien, la déclaration de M. Cornu-Gentil aura été brève. Et il est minuit, nous avons déjà un bon nombre de résultats. Il y a 2 heures que c'est